Bonjour mesdames, messieurs, on est dimanche, comme tous les dimanches, en mi-journée, bienvenue à cette édition de Canal Presse. Je vous promets sur ce plateau de très belles couleurs, Journée internationale de la femme oblige. Vous allez le découvrir avec les invités rassemblés, 5 au total pour 90 minutes d'échange autour des sujets développés par la presse cette semaine. Un menu qu'on espère alléchant avec de beaux ingrédients. Voici d'ailleurs le menu que présente Ghislain Pierre-Essonneau. Irritation à lyrique et coup de banc en quoi banc. Deux faits avec ou sans commune mesure qui donnent à réfléchir. L'histoire retiendra qu'il y eut deux listes d'admis pour le même concours. Petite précision cependant, sinon apparemment méritants, ont sauté de la deuxième liste au profit des fils à papa. Les critiques de mauvaise foi appellent cela l'abjection et disent qu'il y a de la honte à tricher, à perdre crédibilité, à redéployer la famille pour ceux qui ont des parents haut placés. Cela consacre d'ailleurs la pauvreté des pauvres et faibles, hélas plus nombreux au Cameroun. Et en fait de consécration, le lycée d'Nkouaban vient de servir l'indiscipline scolaire sur un plateau d'or. L'indiscipline tout court. La question profonde étant celle du respect de la norme depuis le haut jusqu'au bas, en passant par le taximan qui méprise le code de la route et qui tient à passer avant tout le monde. D'ailleurs, à propos de la morale et de la règle en société, qui est véritablement le ministre des enseignements secondaires, auquel fait partie le lycée d'Nkouaban, question à 0 francs. Afrique, mon Afrique, je te propose de cataloguer toutes tes sources du mal. Numéro 1 au hit parade, l'élection. Mieux, l'alternance au pouvoir, autour du pouvoir et pour la conduite du pouvoir. Numéro 2 au classement, les conflits autour des richesses. La preuve, les pays comme l'Angola, la République démocratique du Congo, le Soudan, sont ceux qui regorgent le plus des richesses du sol et du sous-sol. Et là, ce n'est pas toujours le bien social qui les motive, eux, les prédateurs endogènes et exogènes. Numéro 3 dans ce catalogue, la faiblesse institutionnelle. Ces gens-là taillent toujours les institutions à leur mesure. Je signale qu'un jour, Blaise Compaoré l'avait relevé pour le décrier avant de s'en aller. Numéro 4, enfin, au rang des sources du mal, le facteur religieux qui en fait passe pour un cache-sexe. Car avouons-le, Afrique, mon Afrique, que certains États restent dans le schéma post-colonial avec certains dirigeants plutôt craints, tellement ils ont vu défiler les chefs d'État américains. Et les Amériques là-bas, le bail le plus long est de 8 ans. Résultat des courses, les exécutifs dans la plupart des cas tendent à affecter, voire à infecter les autres pouvoirs. Alors question, la démocratie a-t-elle échoué en Afrique? Juste une question pour parcourir les facteurs conflictuels sur le continent africain. Cette émission est un rendez-vous hebdomadaire. Elle est diffusée en direct et simultanément sur Canal 2 International, sur la radio Suite FM et sur la toile à l'adresse internet www.canal2international.net. Canal Presse, voici une émission qui donne un sens à l'actualité. Bon appétit à tous. Merci Ghislain Pierre-Essonneau pour ce menu. Numéro 5, on ajoutera la circulation des armes parce qu'on va beaucoup parler d'armement dans ce programme. Et bonne journée internationale de la femme à celle qui vous donne toute cette inspiration, Ghislain Pierre. Invité sur la table du débat ce dimanche, nouveau visage et certainement nouveau profil. Simon Tedga, il est écrivain. Il travaille beaucoup comme consultant dans les systèmes de défense. Monsieur Tedga, bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Jean-Jacques. Bonjour à vos téléspectateurs aussi. Voilà, vous ne vivez pas au Cameroun. Vous êtes l'auteur du livre, le dernier, on va en parler, qui parle beaucoup des relations entre l'Afrique, la France, qui relève quelques paradoxes, mais également des dysfonctionnements de ces relations depuis une cinquantaine d'années. Pourquoi cet intérêt aujourd'hui? Cet intérêt est présent tout le temps. Je pense que ce n'est pas aujourd'hui seulement. Nous avons une vieille relation avec la France. C'est une relation que nous devons revisiter à chaque fois. Comment la revisiter? Elle est vaste quand même, cette relation. Elle est vaste dans le temps, mais on voit que les effets de cette relation sont toujours les mêmes. Ce qui fait qu'on n'a pas tellement à travailler pour corriger ce qui ne va pas. Quels sont les mots qui caractérisent le mieux les relations entre l'Afrique et la France? Est-ce qu'on peut avoir un lexique qui nous situe un peu? Moi, je pense, alors ce qui caractérise le plus, c'est la soumission. Soumission. Voilà, je pense que nos États sont soumis. Ils n'ont jamais cessé de l'être.
Et que la France qui est Mais dans les pourtant, traditions qui n'est africaines, plus... la soumission n'est pas forcément négative, dans nos traditions. Non, alors si vous voulez qu'on parle de tradition, je pense que... Allons-y, on a retenu soumission. On parle de tradition, mais je pense que vraiment le grand mal pour nous, c'est que nous soyons soumis face à une puissance qui n'est plus tout à fait la même et qui a des difficultés par ailleurs au sein de l'Europe, dans ses propres problèmes économiques. Et nous restons toujours soumis alors que cette puissance n'a peut-être plus les moyens d'exercer son influence. C'est vraiment ça le drame. Alors le livre, le livre, c'est un livre de propagande ou un livre scientifique? C'est un livre qui rapporte ce qui s'est passé lors du cinquantenaire, puisque j'étais impliqué. Je ne vais pas le dire à chaque fois. Donc, il me revenait de dire ce que j'ai vécu, mais en même temps de montrer une facette de cette relation au travers ou bien sous le prisme de ce cinquantenaire qui est dans l'objet de mon livre. Cinquantenaire à la demande de la France. Célébré en Afrique à la demande de la France. Non, c'est pire. Enfin, mais c'est même pas ça. C'est une association dont je fais partie qui a demandé l'organisation du cinquantenaire des indépendances africaines. C'est quand même grave. C'est-à-dire que vous avez les chefs d'État qui ont l'impression qu'on les invite, alors qu'en fait, c'est leurs concitoyens dans une association qui demande à Sarkozy, au président Sarkozy d'organiser un cinquantenaire. C'est ce qui s'est passé. Je suis acteur de ce cinquantenaire. Le livre est à lire absolument. Merci Simon Tenka d'être venu sur le plateau de Canal Presse. On annonçait de très belles couleurs. Illustration, le professeur Aboya Manassé Ndong. Bonjour. Bonjour Jean-Jacques Zé et bonjour à tous les téléspectateurs de Canal 2 International. L'écran renvoie ces jolies couleurs. Professeur, c'est un choix à dessin? C'est un choix à dessin. Nous sommes en fête aujourd'hui. Et naturellement, j'ai mis ma couleur préférée qui est le violet. Donc, je m'associe à toutes les femmes du monde entier pour leur faire cette petite fleur de violet cassé, dégradé avec d'autres violets. C'est un peu ça. C'est sans commentaire. Parlons des sujets qu'on évoquera certainement dans le débat tout à l'heure. La presse a retenu cette semaine, pour ce qui est de l'armement de Boko Haram, que le Tchad indexe la France relativement aux propos du ministre tchadien de la communication qui était au Cameroun dans le cadre de l'harmonisation de la communication de crise entre les deux pays, en indiquant que 42% d'armes retrouvées entre les mains de Boko Haram viennent de la France. Tout à fait. Cette proportion qui a été mise en exergue par le ministre tchadien a tout de même permis directement aux Camerounais et Tchadiens d'indexer la France comme étant derrière Boko Haram. Même si le ministre, par ailleurs, dit qu'il n'indexe personne, c'est juste les faits. Voilà, mais je pense que c'est une erreur de communication. Les peuples ont besoin d'être guidés, les peuples ont besoin d'être éclairés, les peuples n'ont pas besoin d'être canalisés dans la perspective de la haine. Je pense que les Africains ont intérêt à aimer d'abord leur propre pays, à faire tout pour que leur pays se porte mieux avant d'aller chercher des boucs émissaires un peu partout. Et je crois que la haine contre la France est un sentiment vraiment qu'il faut rapidement canaliser, qu'il faut tout d'un coup essayer de gérer ça pour que ça ne devienne pas... Est-ce que ce n'est pas de la diversion un peu voilà, dans ce contexte de victimisation, combat, voilà. Je pense que les politiques ont tendance à être des populistes pour divertir le peuple vers des enjeux qui ne sont pas les enjeux de leur peuple, pour ne pas faire attention à leur gestion, à leur gouvernance. Alors qu'aujourd'hui, plus que jamais, les Camerounais doivent être retournés vers eux-mêmes pour essayer de gérer ce qui ne va pas, de manière à se projeter dans un État régional dans quelques années, après avoir consolidé l'État-nation. Or, l'État-nation est encore un problème. Nous devons apprendre à aimer nos pays, à nous aimer, à faire tout pour que ces pays puissent se développer de manière équilibrée, que de s'évader dans... on retient que c'est une erreur de communication. Voilà, une erreur de communication. Le Bakary a indiqué que cela ne veut rien dire. Il ne faut pas s'attarder sur ce genre de parenthèse, mais qui relève quand même des faits. Alors, le bâton de commandement est là. Il est habituel. Les couleurs ne sont pas très habituelles. Denis Koué, bonjour. Bonjour Jean-Jacques.
bonjour à tous ceux qui nous regardent aujourd'hui. Vous travaillez pour le quotidien Le Jour. Vous êtes par ailleurs le président par intérim du syndicat national des journalistes du Cameroun, bénéficiaire d'un chèque de 4 millions de francs CFA reçu des mains du président du groupe TV+ Canal de Sud FM, le président Emmanuel Chatué. Et du coup, vous annoncez des vastes chantiers, pas relativement liés en tout cas, mais vous annoncez de gros chantiers. Ce chèque et les chantiers du syndicat. Je vais bien parler de ces chèques et des chantiers du syndicat, mais en apportant une information qui complète ce que le professeur Aboya a dit tout à l'heure. Nous étions récemment sur le front au nord et les responsables du commandement Alpha, c'est-à-dire le BI, ont reconnu devant la presse camerounaise et des médias étrangers que la plupart, presque toutes les armes de Boko Haram avaient transité par le Tchad. Il n'a pas dit en off, il a dit en on. Donc il n'y a pas d'erreur de communication de la part du ministre tchadien qui est venu dans les médias. Il s'agit d'essayer de rectifier la vérité, d'essayer de traverser la vérité en compagnie du ministre camerounais qui dit que ça ne veut rien dire. Donc quand vous allez devant les médias dire des choses, vous ne faites pas des erreurs. Ils sont venus parce qu'ils savent que les responsables militaires camerounais affirment que toutes les armes ont transité par le Tchad. Lui dit que c'est de marque française. Peut-être qu'il y a une sous-traitance dans cette affaire, on va y revenir tout à l'heure. Il faut rectifier. Et maintenant, dit aussi sur une antenne, parce que je suis président du syndicat national des journalistes du Cameroun, que 2 ministres de la communication font le tour des rédactions pour affiner leur communication. C'est un scandale mondial et il faut que notre syndicat se dissocie d'une telle démarche qui est de nature à plonger notre pays dans l'abîme. Si vous voulez faire la communication, vous la faites. Alors, parce que dans les médias, on fait le journalisme. Le syndicat aura certainement l'occasion. Voilà, donc, je dis que nous, on est journalistes, on n'est pas des communicateurs. Si des ministres camerounais, tchadiens ont de la communication à faire, ils n'ont qu'à aller faire ça ailleurs et non dans les salles de rédaction où on exerce le métier de journaliste. Très bien. Il faut pas, nous, on ne doit pas participer au crime, en tout cas. Pas du tout. Parlons rapidement du chèque et du syndicat. Le syndicat national des journalistes du Cameroun a tenu un conseil syndical le 6 février 2015 et a décidé, en fonction des dysfonctionnements qu'il y avait dans notre organisation, de mettre sur pied un nouveau exécutif. Et cet exécutif a un mandat précis, avec un chronogramme précis. Et nous avons, dans la foulée, n'est-ce pas, reçu un appui de M. Emmanuel Chatué, qui est PDG du groupe TV+, Canal International, Canal Canal English. Voilà. Lors de la réception de ce chèque, dont nous avons voulu voir toute la publicité, parce que vous savez que ça va très vite dans les médias camerounais, ça va très vite. Nous avons décidé que ce soit les cérémonies publiques pour que tout le monde soit au courant, parce qu'il ne s'agit pas de l'argent offert pour acheter la bière ou acheter des habits aux journalistes, mais il s'agit d'un chèque qui va servir au fond de solidarité de notre syndicat, qui a décidé de mettre sur pied une mutuelle pour les journalistes. Il y a beaucoup de journalistes qui meurent d'une façon qui n'est pas du tout gaie. Nous avons reçu ce chèque à l'occasion de la cérémonie. Nous avons dit que le geste de M. Chatué est en cohérence avec la convention numéro 132 de l'Organisation internationale du travail sur la sécurité sociale. Parce que chaque fois qu'un employé cotise un franc pour sa santé, pour sa sécurité au travail, le patron cotise un autre franc dans ce qu'on appelle la quote-part patronale. Et ce geste n'est pas une volonté d'acheter un média, c'est un patron de presse qui assume sa responsabilité vis-à-vis de ceux. Vous savez que le groupe emploie un nombre très important de travailleurs. À ce titre-là, c'est bien que celui qui est le plus gros employeur de la presse privée donne l'impulsion. Et nous avons également dit que c'est une gifle. Ce sont les mots que j'aime utiliser. C'est une gifle à l'endroit de tous les autres patrons de presse. Si vous savez que vous employez des gens, vous savez que les gens mettent leur énergie pour le développement de vos entreprises, faites comme le patron du groupe TV+, parce que si vous ne mettez pas de l'argent au service de la sécurité, de la santé des employés, vous allez développer des entreprises qui ont le sort qu'on connaît plus ou moins dans notre pays. Il faut que les gens mettent la main à la poche, pas pour aider. Nous, on n'a pas besoin de l'aide parce que nous avons le salaire et nous avons suffisamment de la ressource intellectuelle pour faire d'autres travaux qui peuvent rémunérer
nos prestations. Donc, c'est pas Merci Denis. On ajoutera le N tout à l'heure sur Kwebo pour avoir l'orthographe exact. Oui, c'est l'orthographe en français. En français, c'est pas notre langue. On va dire N Kwebo. Maximilien Ngombe, vous êtes de la société civile, président du réseau des associations de défense des droits de l'homme pour toute l'Afrique centrale. Bonjour et bienvenue. Merci Jean-Jacques. Merci à tous les panélistes, téléspectateurs. Bonjour. Bonne fête des femmes. Des droits des femmes. Vous n'êtes pas au défilé? Non, la journée internationale de la femme, ce n'est pas le défilé. C'est une revendication. Je suis en train de faire une revendication sur le plateau. Ça va. C'est aussi une manière de commémorer cette journée. Rapidement, vous, des droits de l'homme, quel est le regard que vous jetez par exemple sur le conflit, la lutte contre Boko Haram? Est-ce que les droits de l'homme s'expriment? Oui, vous savez que je me suis... Le rédac s'est exprimé 2 fois et cela a coûté au rédac les foudres, au point où on a demandé que 2 personnes soient brûlées et que le rédac, le bureau même, soit brûlé. Bon. Mais je sais aussi que ça a été très très bien reçu parce qu'on est dans notre rôle. Mais je voulais dire que j'ai participé à une réunion de la commission politique de l'Union africaine à Dakar, parce que je fais partie quand même d'une des experts, membres de la commission politique sur la démocratie, la gouvernance et les élections de l'Union africaine. Le thème, c'était faire taire les armes en Afrique à l'horizon 2020. Ça s'est passé à Dakar. Il y avait 3 défis à relever. L'alternance politique, c'est comme si le reporter y était. Quand je suivais ça, je me disais, mais dis donc, où est-ce qu'il allait chercher ça? De toutes les façons, je ne lui ai rien dit. Il y avait la religion. Il y avait les institutions. Maxime, c'est le thème qu'on va développer tout à donc, l'heure. je disais donc, ça ne me surprend pas qu'on y arrive avec des conflits comme Boko Haram, parce que ce thème parlait de lui-même sur, n'est-ce pas, la situation de nos pays de l'Afrique, tout au moins de l'Afrique centrale, où, croyez-moi, je sillonne, souvent même avec des bicyclettes, pour dire quoi? Pour dire que Boko Haram, et je rejoins le prof et un peu Denis, Boko Haram, c'est une menace réelle, mais qui ne doit pas nous faire, n'est-ce pas, détourner des questions importantes de notre pays et de nos pays en Afrique centrale aujourd'hui. On y reviendra tout à l'heure. On y reviendra forcément dans les détails tout à l'heure. Le temps d'accueillir Rodrigue Tonguet, toujours le messager, qui marque son retour sur les antennes après avoir été, entre guillemets, bâillonné par le tribunal militaire. On est fiers de te recevoir, Rodrigue, sur ce plateau et de te retrouver dans les exercices pleins de ton métier, mais avec quelques limites quand même, on va le dire ainsi. Vous annoncez avec ce retour que vous abandonnez toutes les fonctions qui étaient les vôtres au sein de le messager du côté de Yaoundé. Oui, coordonnateur notamment, vous étiez coordonnateur d'action là-bas. Oui, ça fait un mois à peu près, je crois que c'était entre le 8 et le 9 février que j'ai quitté mes fonctions de coordonnateur régional du quotidien Le Messager à Yaoundé. Dans la foulée, j'ai été déchargé de mes fonctions de chef du service politique de ce journal-là. Je l'ai dit sur d'autres tribunes, je l'ai dit dans la lettre de démission, c'est parce que à un moment donné, il a existé une crise de confiance entre celui qui m'a nommé à ce poste-là, dont le directeur de la publication, et moi. J'estimais que je n'avais plus sa totale confiance et donc je devais tirer les conséquences qui s'imposent, c'est-à-dire je laisse ma charge, simplement. Vous restez reporter? Oui, je reste reporter au journal Le Messager. Est-ce que quelque chose va changer, Rodrigue, après avoir vécu ce que vous avez vécu, le reporter poignant, perspicace, celui-là qui donne souvent un autre sens sur les plateaux, est-ce qu'il a été un peu plus mesuré? Je crois qu'on a 90 minutes pour voir. Très bien, allons-y voir. Commençons par ce que la presse a proposé cette semaine avec Arlette Desbois. D'abord, on s'arrête pour la revue de presse. Les résultats du concours d'entrée à l'IRIC, ébranlés par un scandale. 2 listes de candidats admis en 2 jours. Au moins 6 noms de candidats déclarés admis à la première liste, portés disparus à la seconde liste. Les listes à problème sont à la une de mutation qui fait une incursion dans les coulisses
de ce scandale. Un scandale auquel se mêlent les politiques. Pour le jour, Ni John Fundi décrit les pratiques mafieuses odieuses qui ont cours lors de ce concours. Maurice Kamto exige l'admission des 6 candidats lésés. La nouvelle expression s'appuie d'ailleurs sur la sortie du président du MRC. L'éminence grise des universités s'indigne d'une pratique choquante en République et demande à la justice de sévir. Pour les Perviers, cette affaire n'est autre que de l'imposture. C'est d'autant plus qu'on est au 3e scandale consécutif autour des tripatouillages sur l'admission à la filière diplomatie de cette prestigieuse institution. Émergence demande des démissions et que les auteurs de ces pratiques fâcheuses et honteuses soient sanctionnés avec la dernière énergie. Du scandale des admis à l'IRIC, on est à la une de Ouest Littoral pour parler de l'autre scandale. À la présidence, celui-là est financier. Le gouvernement prend pour des sommes folles une assurance maladie pour 600 personnes, membres du gouvernement, leurs épouses, enfants et assimilés. Des hommes réputés pour le pillage du pays vont pouvoir se faire soigner, voire se faire évacuer à l'étranger aux frais des pauvres. Est-ce le premier plan d'urgence du président Paul Biya, s'interroge notre confrère. À l'heure où on parle de plus en plus de la protection de la fortune publique, il y a le danger qui vient du contrôle supérieur de l'État avec cet appel au peuple en vue de dénoncer tout aspect d'enrichissement illicite, voire suspect dans leur entourage. Pour l'anecdote, c'est un appel qualifié de honte pour certains analystes qui pourraient bien servir d'arme fatale pour des règlements de comptes politico-administratifs. Lutte contre Boko Haram marquée par la visite de travail au Cameroun cette semaine du ministre tchadien de la Communication avec cette révélation, 40% du matériel de guerre utilisé par les combattants islamistes est de fabrication française. Il y a également, selon The Sparks, cette rencontre au sommet entre Denis Sassou Nguesso du Congo, Teodoro Obiang Mbazoro de Guinée équatoriale et Goodluck Jonathan Ebele du Nigeria. Les 3 hommes ont exploré les voies et moyens pour accroître la coopération dans la lutte contre la secte islamiste. Boko Haram, visiblement pris entre 4 feux, on est au quotidien le jour. D'un côté, les soldats du Nigeria qui font des reconquêtes. L'armée tchadienne accélère sa percée en territoire nigérian. Le Cameroun tient bien ses frontières et le Niger prépare la riposte. À l'heure de ce tournant décisif, il y a comme un revirement diplomatique côté français, constate Émergence. Près d'un mois après le massacre de Fort Cole, François Hollande adresse les condoléances à Paul Biya. Une tentative de rapprochement selon notre confrère. L'Élysée a compris qu'en continuant à garder ses distances à l'égard du Cameroun qui fait face à Boko Haram, il est le grand perdant. La situation humanitaire se dégrade de plus en plus à l'extrême nord, mais le gouvernement ne veut pas lâcher prise. Plus de 5 milliards de francs CFA débloqués pour développer les infrastructures scolaires de cette région. Le quotidien national bilingue parle de construction de salles de classe équipées de blocs de latrines et de forages en vue de renforcer les capacités d'accueil des écoles en charge des élèves déplacés dans les 6 départements de la région suite aux attaques de Boko Haram. L'heure du Sahel fait un focus sur les Amazones camerounaises au front. Au sein des unités camerounaises engagées dans la guerre contre Boko Haram se trouvent de nombreuses femmes et contrairement aux idées reçues, elles tiennent bien leur position. Hommage à ces femmes soldats à l'occasion de la journée de la femme. La prochaine session parlementaire s'annonce très tumultueuse pour les présidents des chambres hautes et basses. Bien malin selon nos messagers est celui qui peut prédire l'avenir de ces 2 barons à la tête du Sénat et de l'Assemblée nationale à l'issue du processus de renouvellement qui aura lieu à l'ouverture de la session législative jeudi prochain. Obsèque de Françoise Foni, le messager rapporte que la famille et le RDP se sont opposés sur les contributions. Le comité d'organisation conduit par le fils aîné de la défunte invite les potentiels contributeurs à verser leurs cotisations dans les comptes ouverts à cet effet. Au sein de la commission initiée par le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, l'on relativise la démarche. Parlons financement des partis politiques avec intégration de Thierry Ndong et ses chiffres de la honte. Pour une cagnotte globale d'1,5 milliard de francs CFA, le RDPC à lui tout seul obtient 977 millions. Les 360 autres millions reviennent au reste des partis politiques de l'opposition. Aujourd'hui, journée de la femme, l'apothéose d'une longue semaine marquée par plusieurs activités dans les ministères, entreprises publiques et privées et associations. Cameroun Tribune ouvre la réflexion sur le chemin parcouru depuis la conférence de Beijing en 1995. Même réflexion en mutation qui a réalisé une édition spéciale sur la femme, 30 ans après. Son émancipation, son autonomisation, ses rêves, ses combats. Une édition qui met en exergue les visages et trajectoires des pionnières. Parmi les pionnières justement, Chantal Biya, la première dame, auréolée de son canal d'or. Prix spécial mécène pour sa contribution à l'émergence de la culture camerounaise. Les PV dit d'ailleurs qu'avec la présence de la première dame, la 10e édition des canals d'or a été
un succès total. À dimanche, s'il plaît à Dieu. À dimanche, Arlé Debo en DB. La presse a beaucoup parlé de Nkwaban, le lycée. La presse a parlé de l'ERIC également. Le premier sujet nous parle de ces violences scolaires. On met tout cela entre guillemets. Parlons justement de Nkwaban, ceux qui ont suivi cette affaire. Nos reporters ont fait une descente dans quelques établissements scolaires pour découvrir justement que la violence se décrit facilement dans ces écoles. Des armes blanches ont même été trouvées dans certains bureaux de surveillants, récupérées entre les mains des élèves. De plus en plus, on parle de ces violences en milieu scolaire. Simon Tedga, ce qui explique le phénomène indique que c'est par mimétisme. Ils ont les images, les élèves aujourd'hui, de ce qui se passe en Europe. Vous vivez en Europe. Est-ce que ceci peut expliquer cela? Ça peut expliquer. Nous sommes face à un problème de mondialisation culturelle on en parlait en off tout à l'heure, qui est un vrai problème pour nos sociétés. Je crois qu'on ne peut pas échapper à cette dérive, si je peux appeler ça dérive, c'est-à-dire que nous essayons de faire un petit peu ce que nous voyons ailleurs et qui ne correspond pas du tout à notre société. Et je crois qu'il faudrait faire un effort pour recentrer tout ça. Et alors, comment? Ce sera très difficile, parce que je pense que la mondialisation a une certaine vitesse que nous ne pouvons pas rattraper, malheureusement. Justement, est-ce qu'il n'y a pas moyen, professeur Aboya, de faire le tri de ce qui vient d'ailleurs? On a tout consommé, on a tout gobé, on essaye de tout gérer pour imiter les autres. À quel niveau est-ce qu'on a lâché pour que le tri ne soit pas réalisé? Mais justement, tout ne vient pas que d'ailleurs. Quand vous allez dans des lycées, je ne veux pas nommément citer, pour ne pas leur faire une contre-publicité ici même à Douala, notamment du côté de Bonanjo, je ne citerai pas le lycée. Le lycée Jos. Non, je n'ai pas cité de lycée. Vous allez voir qu'il y a un marché noir. Les gens viennent vendre le whisky de leur papa, le champagne de leur papa dans des tentes aménagées. Donc, je pense que dès que le marché noir du chanvre indien qui se fait à l'intérieur des établissements scolaires est toléré, parce que les élèves tiennent les surveillants généraux, ils tiennent les encadreurs. Je pense que c'est un seuil de tolérance qui peut susciter, qui peut inciter justement à la violence bien après. C'est-à-dire que les élèves se retrouvent comme dans des camps d'entraînement à la violence. Ils se partagent les bonnes pratiques, ils se partagent les ingrédients de cette violence-là à ciel ouvert. Donc je pense que nous ne devons pas toujours dire que cela a été imité de l'extérieur. Il sait qu'un sondage indique que les élèves suivent beaucoup les chaînes de musique, les chaînes étrangères, je ne leur ferai pas la publicité, mais davantage cette culture de la violence est calquée d'ici. Les modèles sont articulés ici, à l'intérieur des établissements scolaires. Et c'est quand il y a donc une explosion qu'on se rend compte qu'on a laissé couver des pratiques qui ne sont pas bonnes pour les adolescents, parce que les adolescents constituent une tranche d'âge qu'il faut absolument encadrer en temps réel pour ne pas se laisser dévancer en temps opportun. Vous l'avez peut-être dit, entre parenthèses, le paradoxe, c'est justement lorsqu'on essaye de suivre les enquêtes qui sont menées, c'est des lycées, des quartiers UP, ceux qui ont le plus d'élèves venant des grandes ou des bonnes familles, entre guillemets. Ce n'est pas le même cas au lycée d'Oyak, ce n'est pas ce qu'on verra au lycée Jos. À Yaoundé, c'est pareil. Le lycée Leclerc, les grands établissements scolaires, Denis Kwebo. L'exemple vient finalement d'en haut ou d'en bas? Le mauvais exemple. Alors, si vous avez bien suivi ce que la presse a dit des événements de Nkwaban, vous voyez comment est-ce que le pouvoir conspire avec une partie des journalistes. C'est une conspiration parce qu'il y a eu une manipulation des esprits à travers ce qui s'est passé là-bas. Si moi, journaliste, je vais dans un endroit comme ça, la chose la plus simple à dire, c'est de dire aux gens combien d'étudiants il y a, combien d'élèves il y a dans cette école, il y a combien d'élèves dans ce lycée, il y a combien d'élèves passage de classe. Tout ce qu'on a trouvé à vous dire, c'est vous montrer un couteau, on a trouvé ce couteau sur un étudiant, sur un élève, ce qui est d'abord faux, c'est un mensonge. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il faut dire que à Yaoundé, vous étiez à Douala quand même. Bien sûr, je suis un journaliste vous savez, il y a... Qui a ses entrées. Je veux dire qu'un journaliste qui, avec les formations qu'on reçoit,
on sait exactement comment faire le plus petit reportage du monde. Et toutes ces règles-là ont été bafouées par ceux qui sont allés faire les reportages dans ce lycée parce qu'ils ont fait ce que les journalistes savent faire le mieux au Cameroun. Dire ce qu'on leur dit de dire, pas ce qu'ils ont vu. Et ce que moi j'ai vu à travers les images, c'est horrible. Mais il n'y a pas de voix qui raconte ce qu'on voit. Ce qu'on dit, ce n'est pas ce qu'on est en train de voir, c'est ce que moi je vois en tant que citoyen camerounais. Il faut arrêter de dire que alors c'est un fait lié à l'indiscipline. C'est très facile de faire ce type d'analyse par récurrence. La violence est une production de la société. Donc le professeur Aboya n'invente rien lorsqu'il dit ce qu'il vient de dire. Il est en train de dire que ça vient d'ici, la violence se produit ici. La violence qui est au Cameroun ne peut pas être produite en France. Elle est produite par la société camerounaise. C'est pour ça qu'elle se vit ici. Vous avez bien fait de parler des familles. Vous savez qu'au Cameroun, l'élite a été formée, je n'accuse pas la France, a été formée par la France qui avait une école pour l'outre-mer. C'est-à-dire qu'on donne tout ce qui est un déchet, c'est pour les Africains qui venaient. Ils viennent là, on leur donne le diplôme, même quand ils n'ont pas pu réussir, ils rentrent. Ils reçoivent le diplôme d'outre-mer. Et regardez comment tous ces gens qui ont eu le diplôme d'outre-mer fonctionnent. Ils créent le lycée, 800, 900, 1500, 5000 étudiants, le lycée Leclerc de Yaoundé, qui a été créé pour former tous ces gens qui détournent l'argent du pays. N'a jamais évolué, mais on a multiplié le nombre d'élèves par 1000 dans ce même lycée. Ça ne les dérange pas du tout. Est-ce que vous avez vu un enfant de riche dans cette école-là? Non. Même pour, tout à l'heure, on va parler du concours de l'Éric. Il y a des enfants de ministres, des ministres qui est venu, qui déjà une société immobilière en Europe, qui est venu faire le concours de l'Éric parce qu'il va rentrer être diplomate immobilier. C'est comme ça c'est parce qu'on a eu le diplôme d'outre-mer. Donc on ne sait pas qu'on doit réfléchir à construire son pays. Ici, on réfléchit à se soumettre à l'autre. De ce que parler de la soumission. C'est une culture aussi. Vous savez, si quelqu'un vous dépasse avec le plantain, il vous dépasse avec la viande. Comme les blancs nous dépassent avec le plantain, ils dépassent avec la viande. Très bien, on fera rapidement le tour parce qu'on va entrer dans le cadre du sujet Éric qui nous attend. Maximien Ngombé parlant de cette violence, le cas du lycée de Kouaban qui n'est pas isolé, mais des cas comme ça sont nombreux. Le professeur Aboya a parlé justement en termes d'un système. Est-ce que le problème est systémique justement? L'enseignant n'est plus tout puissant, le surveillant n'est plus tout puissant, les élèves semblent avoir de l'ascendance sur le corps professoral. En tant que fille d'enseignant, je voudrais dire que combien un enseignant gagne aujourd'hui? Point d'interrogation. Pour combien d'élèves dans une salle de classe? Point d'interrogation. Et puis, quand vous sortez du lycée, quel est l'avenir? C'est le désespoir. Parce que je n'ai pas ce qui se passe de l'autre côté. J'avoue que je ne peux pas le dire, mais ce que je sais ici, c'est que les jeunes sont installés dans un désespoir terrible. Ils n'ont pas d'avenir. Et quand vous savez déjà que vous n'avez aucun avenir, même après le lycée, ben, il ne vous reste plus qu'à vous défouler. Et je suis en train de penser aussi que les dirigeants, tout au moins ceux qui sont en charge de l'éducation, n'ont plus rien à donner aux élèves. Ils n'ont plus rien à donner. Vous n'avez qu'à voir combien ou comment il faut apprendre pour avoir un diplôme. J'ai des enfants, vous devez apprendre tout. Vous levez à 4 h du matin, il n'y a pas d'électricité, il n'y a plus d'avenir. La jeunesse est dans la débandade totale, M. Jacques-Jacques. Le contexte. Et donc, le contexte, et donc, vraisemblablement, on ne peut qu'avoir des actes de ce genre. Donc, ce n'est pas de la faute des élèves. Et j'espère très bien, parce que j'ai entendu une enquête ouverte, que ces élèves-là ne vont pas être condamnés. Non, mais il faut le dire, parce que les boucs émissaires vont être ces enfants-là, qui sont peut-être même de familles pauvres pour certains, qui ont payé 50 000 francs pour que leurs enfants soient dans ce lycée-là, et qui vont peut-être se retrouver à Koundengui à 18 ans, et personne en tout cas, l'enquête est ouverte. Hein, non, mais je mets déjà en garde que j'espère que ces élèves ne seront pas jetés en prison, et qu'on va plutôt regarder, est-ce que la craie là où elle doit être, est-ce que les manuels didactiques sont là où ils doivent être, est-ce que la société et le gouvernement a pris sa part de responsabilité. Moi, j'espère que c'est à cela que cette enquête-là doit aboutir et pas
à la justice où il faut déjà, comme les couteaux commencent à sortir, on sait déjà qu'il y a 10 ans de prison. Rodrigue Tongué, les enquêtes menées par la presse semblent nous faire comprendre justement qu'il y a des violences, les élèves sont devenus un peu plus violents et indisciplinés, c'est ce qu'on semble retenir, mais connaissant le contexte, la situation, est-ce qu'on n'est pas en train nous-mêmes d'influencer une enquête qui pourrait ressortir des éléments tels que ceux évoqués par Denis Kouéboutal? Comment on va influencer les enquêtes alors que ceux qui sont censés communiquer sur cette enquête, il n'est pas interdit de communiquer sur une enquête, ceux qui sont censés communiquer sur cette affaire-là ne parlent pas. Le procureur de la République, je crois qu'on est en quoi, donc le procureur de la République en fou, j'imagine, pouvait faire une communication, pouvait organiser une conférence de presse, dire à quel niveau se trouve l'enquête, si elle a été confiée à la gendarmerie ou à la police, on n'en sait rien. Mais la nature ayant horreur... Non, mais l'État, c'est quoi l'État? C'est quoi l'État? Vous parlez spécifiquement de l'enquête. Je dis sur l'enquête, on n'a rien dit. Vous et moi ne sommes pas capables de dire si c'est à la gendarmerie ou si c'est à la police qu'on fait cette enquête. Vous et moi ne sommes pas capables de dire à quel niveau on est rendu avec l'enquête. Alors, qu'est-ce qu'on fait? La nature ayant horreur du vide, on commande. C'est ce que nous faisons ici. Alors, il s'agit de quoi? Parce qu'au lycée de Nkouaban, il y a un proviseur qui décide d'instaurer un livret de discipline parce qu'il y a beaucoup trop d'élèves dans son établissement. Elle-même dit que parmi les élèves, il y a beaucoup de clandestins, ce qu'on appelle dans les lycées les clandos. Ces clandos-là sont des Camerounais. Ils ne vont pas aller, parce qu'ils n'ont pas d'établissement scolaire, dans un collège privé de la place. Non, ils vont vers un établissement public qui est là pour accueillir, normalement, si on avait déjà bâti une carte scolaire au Cameroun, normalement, tous ceux qui habitent aux alentours de Kouaban devaient fréquenter cet établissement. Mais est-ce que cet établissement a les capacités infrastructurelles pour recevoir les habitants de Kouaban? Non. Il y a le ministre Famdongo qui se contente, lui encore, qui se contente de nous dire qu'avant 1982, c'est-à-dire avant l'arrivée de Paul Biya au pouvoir, il y avait 2 ou 3 lycées à Yaoundé. Aujourd'hui, on en a une centaine, dont c'est une réussite. Mais il ne fait pas le rapport entre la montée démographique et la création d'infrastructures scolaires. C'est parce qu'il n'y a pas suffisamment d'établissements scolaires à Yaoundé qu'il y a eu le clash de Kouaban. Les élèves qui se sont agglutinés devant le portail lundi, parce que c'est le jour de contrôle de discipline, avaient pour certains leur livret de discipline, pour d'autres non. Et d'autres encore avaient des livrets de discipline qui n'étaient pas conformes à ce qui était au prototype qu'avait fixé l'établissement. Donc, c'est un autre problème. Voilà un proviseur qui veut résoudre un problème de discipline, mais qui met sur pied un prototype de cahier de discipline, c'est-à-dire un élève qui venait avec un cahier de 50 pages, qui n'avait pas les couleurs ou les formes du cahier qu'elle attend. Peut-être qu'il y a une autre filière qui se fait un peu d'argent. Donc, il y a dans cette affaire la corruption et la faiblesse des politiques publiques, et notamment la capacité de ceux qui gouvernent à proposer des infrastructures de développement pour accueillir, notamment dans alors, professeur, peut-être Denis, d'abord, il y a un paradoxe dans le discours quand même de Rodrigue qui note qu'il n'y a pas suffisamment d'établissements scolaires à Yaoundé. Le ministre semble se féliciter de ce qu'il y en a plusieurs aujourd'hui. Est-ce que ce n'est pas la base du problème de la non-maîtrise démographique? Non, il maîtrise très bien la démographie. Au Cameroun, les responsables politiques ont des choses qui les préoccupent. Et ces responsables ne travaillent que sur ces choses-là. Est-ce que vous avez vu un ministre qui vous dit qu'il n'y a pas de compte en banque? Chacun s'occupe des choses qui sont importantes pour lui. Mais j'ai oublié tout à l'heure de dire que comme modèle social, ou alors comme on dit qu'on forme le fer de lance des nations dans les écoles, tout le monde a vu que récemment, le ministre en charge des enseignements secondaires a fait un court séjour en prison. Il est ressorti de sa prison, il s'est installé dans son bureau, et il y a 2 jours, j'ai lu dans un journal, dans des journaux, que le ministre a commencé à rembourser l'argent qu'il a pris, et qu'il a remboursé 35 millions de francs. C'était dans votre journal. Non, je dis que je ne suis pas... Dans un journal. Oui, c'était dans un journal. Donc le ministre chargé de l'éthique et de la jeunesse est préoccupé par le remboursement de l'argent qu'il a pris dans les caisses de l'État, lequel État a tout fait pour qu'il continue d'être
à la tête d'un ministère aussi important. Si un ministre est candidat, parce qu'il y a la présomption d'innocence, même s'il a quand même été là-bas, pas de notre fait, si un ministre est fait pour cela, oui, on est en train de vous montrer le modèle qui consiste à décrédibiliser tout le système qui est au Cameroun. C'est pas fortuit. Ils font ça, on met un ministre comme ça pour dire que voilà le type de... Oui, il y a les diplomates d'ailleurs. On dit, mais ici, là, évoluons, un candidat à la prison qui est ministre de... Évoluons, Denis. Évoluons, parlant justement de la presse, des choses lues dans la presse. C'est un canal presse, justement, concernant la situation à l'IRIC. Les titres sont forts, on parle de scandale. Il y a même un journal qui a donné, semble-t-il, la parole à Jacques Famdongo, qui aurait dit qu'il l'a signé et qu'il l'assumait avant naturellement la publication du dernier communiqué ou du seul communiqué véritablement officiel de Jacques Famdongo. Un autre journal parle de fils à papa qui serait à l'origine de ce qui s'est passé de ce côté-là. Professeur Aboya Manassé, donc, est-ce que tous ces titres nous permettent de savoir ce qui s'est passé à l'IRIC? Non, pas du tout. Il y a plutôt... une qualification des faits qui ne nous permet pas de savoir ce qui s'est véritablement passé à l'IRIC. Et c'est justement à la lecture du communiqué ou alors d'un entretien qui aurait été accordé à Alain Bélibi que nous avons pu naturellement entrer... Écouter au moins le ministre. Voilà, écouter le ministre pour savoir ce qui s'est passé à l'IRIC. En l'occurrence, le fait qu'un concours de l'IRIC visant à recruter les étudiants au cycle de master professionnel en relations internationales aurait été publié donc le 27 février. Et le ministre s'est rendu compte que cette liste avait des éléments qu'on pouvait considérer comme étant des vices, notamment si l'on considère un acte administratif comme celui-là comme ne devant pas comporter ni vices, ni quelques récriminations vis-à-vis des lois républicaines. Il aurait donc retiré cette liste-là, commis un jury spécial. Le même jury, en l'occurrence le président qui est resté le même, le rapporteur qui est resté le même, le communiqué parle de ces deux éléments-là, parce que dans un jury, c'est d'abord le président et puis le rapporteur, qui aurait donc revu cette liste-là en l'ajustant aux lois et règlements de la République. En l'occurrence, la Constitution, en l'occurrence, la loi de 2000 qui régit les concours administratifs, et puis la loi d'orientation de l'enseignement supérieur. Donc, cette liste-là aurait été ajustée parce que il y avait une seule région qui avait 7 admis sur les 15. La région du centre. Voilà, la région du centre. Et ce nouveau réajustement permet du coup des correctifs permettant à l'est, au nord-ouest. Même si l'équation devient difficile, il y avait 1 millier de candidats au départ pour 15 places seulement. Voilà les faits. Non, on va y arriver. C'est ce qui est dit dans le communiqué. C'est ce qui est dit dans le communiqué de Jean Famdongo. Les faits, non, il faut préciser. Mais vous n'avez même pas laissé le professeur. Vous savez que le professeur, nous parlons bien du communiqué du ministre Famdongo. On est en train d'exploiter. Justement, c'est la voix officielle qui s'exprime à travers ce communiqué. C'est la voix d'un officiel. Allez-y, professeur. Donc, voilà les faits tels que rapportés dans le communiqué et dans l'entretien accordé à la radio nationale. À la radio nationale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est tout simplement un problème de remplacement d'une liste par une autre qui a été reçue avec autant de tapage dans l'opinion publique. Donc, voilà les faits tels que rapportés de manière officielle par le ministre de l'Enseignement supérieur. Alors, le communiqué du ministre précise bien les dispositions légales, constitutionnelles, la loi d'orientation de l'enseignement supérieur et souligne les avis qui indiquent justement que le ministre peut procéder à la rectification dans un délai de 120 jours. Il a fait quand même en quelques heures, Maximilien. Franchement, je penserais qu'on parlerait de beaucoup d'autres choses que de l'IRIC parce que j'ai envie de dire que ça donne la nausée. Avant cela, il y a 2 étudiants qui sont dehors, vous savez ça depuis. Il y a Batoum, 5e année de école normale supérieure, et puis tu as le Polytechnique, 5e année en train de finir leurs études, parce qu'ils auraient manifesté au campus par rapport à des cartes, je ne sais pas de quoi. Bon, moi, j'aime bien le conditionnel que vous utilisez. Oui, j'utilise ça parce que je ne sais pas être dans le secret de Dieu.
Ils sont dehors, hein, suspendus. 2 ans. Les enfants qui ont Alors, fini. vous parlez de quoi? Et je suis, et puis, laissez-moi aller jusqu'au bout, vous allez comprendre. Le premier acte qui les suspend dit fraude. Fraude plus ceci. Le deuxième acte, parce que le professeur Sam Famendongo n'avait pas très bien vu qu'il y avait fraude, il a reconsidéré l'acte. Toujours le professeur Famendongo. Moi, je ne sais pas, j'ose penser que qu'est-ce qui lui arrive? Il prend une décision où on met un enfant, fraude et incitation à la révolte. Il revient sur la décision en demandant à son recteur de changer l'acte pour dire maintenant plutôt incitation à la révolte. Parce qu'effectivement, il n'y avait pas de fraude. Aujourd'hui, on est à l'IRIC. Non, voilà, maintenant on est à l'IRIC. Vous voyez que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Voilà le professeur Famendongo qui suspend 2 élèves, réhabilite les 2 en suspendant, et au courant d'une liste, refait la liste, mais avec la même liste. C'est un peu compliqué. Attendez, oui. je ne sais pas. Il y a le ministre qui a réagi. Où, là? Il a décidé au début de faire le mort. Il a fait parler quelques responsables du ministère de l'Enseignement supérieur. Cette fois-ci, à travers un communiqué, il relate un peu comment cela s'est passé dans les moindres détails avec tous les articles qui peuvent le couvrir, qui sont cités, et en précisant au 5e point que, hors les résultats présentés par le jury du concours d'entrée au chancelier des ordres académiques n'étaient pas conformes dans leur totalité à ces textes législatifs et réglementaires en vigueur dont l'application ne saurait être facultative. Mais je suis désolé que ce soit Famendongo, journaliste de formation, qui désacralise les faits. Je vais le dire comme ça, excusez-moi de le dire sur votre antenne. Vous pensez que, tel que relayé par le communiqué, vous avez d'autres informations? Jacques Famendongo dit qu'un jury s'est réuni le lendemain du 27, c'est faux. Parce que le directeur de l'IRIC qui a été contacté par la rédaction de Mutation pour faire son article de lundi, dit qu'il n'y a même jamais eu une première liste. Et qu'est-ce qui a été affiché? Qu'est-ce qui a été affiché? La liste a été... Vous avez quand même une liste qui a été publiée. Oui, mais il y a des versions en fac-similé. On a des versions en fac-similé. C'était affiché. Aujourd'hui, Famendongo ne conteste pas. Le directeur de l'IRIC le contestait. Le deuxième communiqué de Famendongo ne parle pas de la première liste. En droit, c'est quoi ça? Dans ce communiqué qui est le dernier, il en parle quand même dans ce communiqué. Je dis la deuxième liste. La deuxième liste des admis. Celle qu'on va dire être légale maintenant. Ne dit même pas qu'il y a eu une première. Donc, la deuxième liste ne vient pas rapporter les décisions prises par la première. Bon, on est dans le principe de droit. Hein, le jury s'est donc réuni quand pour reconsidérer. On dit, les textes disent en gros que les concours d'entrée dans les examens, dans les établissements, dans les grandes écoles, se reposent sur les questions de méritocratie, de contingence politique et d'équilibre régional. Mais il y a dans la première liste, celle qui est numéro 2, qui s'appelle Thi Estelle. Elle est originaire du centre. Elle est donc parmi les 7 originaires du centre qui ont été admis comme ça, frauduleusement, disons ça comme ça. Mais dans la deuxième liste, Thi Estelle qui était première, donc, qui était parmi tous les candidats du centre. Là, c'est dans le détail. On reste dans le principe. Oui. Si on est dans le détail, on va mettre... Mais je dis le jury... Est-ce qu'on est d'accord? Jean-Jacques, ce que je veux dire, c'est que le jury qui s'est réuni et qui a décidé que Thi Estelle était la première du centre ne peut pas s'être réuni et dire que Thi Estelle n'est plus parmi les personnes admises, alors qu'il y a des gens du centre qui ont été admis. Très bien, on a retenu cela. Les principes de Nikwebo sont beaucoup évoqués dans le communiqué de presse du ministre Jacques Famendongo, qui semble indiquer justement que toutefois les lois et règlements de la République ont prévu, à côté de la méritocratie académique, un paradigme subsidiaire et non moins fondamental, la méritocratie régionale ou géographique, axée sur la représentativité territoriale que l'on appelle prosaïquement équilibre régional. Est-ce que ce n'est pas là la prison du Cameroun d'avoir évoqué sur le plan réglementaire ce genre d'aspect? Monsieur Famendongo écrit dans une langue sectaire. Parce que, quel que soit votre niveau d'éducation, vous ne pouvez pas comprendre ce que ça veut dire. Si vous croyez comprendre, vous comprenez. Ça ne veut rien dire ce qu'il a écrit là. Ça ne veut rien dire du tout. C'est vide. Et là, ça veut dire simplement qu'il y a la loi de l'équilibre régional dans le pays. Vous savez quand même que ça existe. Je ne sais pas je ne connais pas le numéro de la loi. Je dis que quand on vous attrape, moi je suis né au village, quand on vous attrape en train de voler au village, je dis que flagrant délit de vol,
on sait ce que vous dites. Vous dites exactement ce qu'il dit là. Mais je crois que le débat est plus sérieux que celui-là. J'ai parcouru les résultats des différents concours de grandes écoles du Cameroun, de toutes les grandes écoles, sur 10 ans avant de venir ici. Au moins 50% sur chaque liste, tout à l'heure vous allez compter, 50% sur chaque liste, les admis, c'est les enfants des gens du régime. Allez prendre la liste, je ne parle pas de région. Je dis bien que chaque concours, école normale, IRIC, EMIA, ENAM, depuis 10 ans, je fais plus de 10 ans. Si je rentre sur 20 ans, ça va être exactement la même chose. Est-ce que ce sont les médiocres ou les cancres, quand même, sur le plan des résultats? Je ne suis pas en train de faire un jugement de valeur. Très bien. Je dis que 50%, c'est pour savoir si c'est le fait qu'ils appartiennent. C'est les enfants des ministres, des DG et de tous ceux qui volent là, tous ceux qui sont autour de la présidence et de la primature. C'est eux qui sont là. Au moins 50%. Sur chaque, donc, comme par exemple, sur chaque concours. Alors, maintenant, pour ceux qui ont l'habitude, qui ont la chance d'être dans une république qui n'est pas comme la nôtre, tout le monde peut avoir accès à la connaissance. Quand on veut former les gens au savoir, on donne le savoir à tout le monde. Vous ne pouvez pas dire qu'il y a une discrimination sur... M. Fameno et ces gens sont en train d'expliquer qu'il y a des gens ici au Cameroun qui ne sont pas aussi intelligents que les autres. C'est faux. Moi, j'ai au moins la chance qu'il n'a pas d'avoir parcouru toutes les régions du Cameroun, tous les départements du Cameroun. Et vous savez qu'il y a dans chaque département du Cameroun... Alors là, M. Fameno n'assume pas les lois sur l'équilibre régional qui existent avant qu'il ne soit ministre parce que de donc, il n'y a pas eu supérieur. Il n'y a pas eu équilibre régional. Justement, il n'y a pas eu la rectification. La première originaire du centre n'a pas été admise. Dans les deux, non, je vais venir. Je vais vous dire Je dis la vérité. Alors, ce que je dis, c'est que ce soit l'une ou l'autre, aucune des listes ne fait ce que M. Fameno dit. Oui. Donc, il n'y a pas... Ce n'est pas parce que vous êtes ministre du centre ou directeur du cabinet civil du centre que c'est votre enfant qui doit représenter le centre. Ce n'est pas ce qui est dit. Très bien. Ce n'est pas parce Monsieur que... Donc, il faut qu'on... c'est les il faut qu'on qui dise sentent le donc, la plus vérité, Sur les c'est que- principes, sur les réalités camerounaises qui Il est évoquent fou. les aspects tels Il est qu'équilibre fou, régional, il est fou. qui ne sont pas souvent convoqués lorsque tout le monde est satisfait. Là, maintenant, on a 1000 candidats, 15 admis seulement, et naturellement, le sujet revient au goût du jour. Est-ce que ce ne sont pas des limites à la méritocratie évoquées avant d'ajouter d'autres aspects politiques? Est-ce que dans un pays comme le Cameroun, on peut se débarrasser de ce genre de principe? On doit se débarrasser de ça. Je pense que c'est la clé même du progrès. Je crois que si on veut être émergent, on ne devrait même pas avoir ce type de débat. C'est-à-dire que sur 15, si tous les méritants sont du centre, ça ne devrait pas gêner. Excusez-moi, je suis vraiment... Je ne sais pas si vous me suivez. Je ne sais pas où je suis. J'ai l'impression de Non, vivre c'est ailleurs. la Je suis discrimination presque perdu. positive. Hein. C'est la discrimination positive. Pendant que vous parlez, mais j'ai un problème. Parce Non, que... on peut coller ça. Je n'ai pas la allez-y, plus de monsieur suivre vos Telka, débats. allez-y, Je n'ai pas la monsieur plus de Telka. suivre vos débats. On est en train de parler des listes dans un concours. Une liste qui est remplacée par une autre. C'est ce que j'ai Absolument. compris. Oui, c'est ça. Et qui sera peut-être remplacée par une autre Par une liste. autre Pourquoi encore. pas? Je veux dire, à moins qu'on arrête l'hémorragie tout de suite. Donc, il y a vraiment là un problème de société, mais très, très, très profond qu'il faut résoudre. Alors, si nous voulons être émergents, c'est ce que j'entends, c'est un slogan qui est en Afrique centrale, un peu partout, même en Afrique de l'Ouest, mais c'est des choses dont on ne devait même plus parler aujourd'hui. Donc, nous devons déjà résoudre ce type de problème. Est-ce que le Cameroun est prêt à se débarrasser de ce principe qui a fabriqué, entre guillemets, les autres? Alors, ce que je voulais dire, qui ne va peut-être pas aller tout à fait dans le sens de ce que j'ai entendu, c'est que la reproduction de l'élite, elle a lieu partout. Je veux dire, si vous allez en France, l'avocat est souvent le fils d'un avocat, le notaire le fils d'un notaire, même les candidats à l'élection présidentielle sont les enfants de riches. Donc, en réalité, l'élite se reproduit. Mais, alors, à la grande différence qu'elle se reproduit dans les règles arrêtées et convenues par tous. C'est-à-dire que c'est la limite ici par rapport à ce qui se passe au Cameroun. C'est qu'ici, bon, on a l'impression que c'est un droit d'être admis dans une école avant l'enfant d'un pauvre si on est riche. Ce n'est pas tout à fait la même chose. C'est que là-bas, on donne les moyens à l'enfant de l'élite d'être suffisamment prêt pour entrer dans cette école. Je crois que c'est toute la différence. Alors, est-ce qu'il n'y a pas une lecture superficielle, professeur Aboya,
des faits. On se limite aux aspects d'équilibre et autres qui nous éloignent un peu du fond de cette affaire. Et en entrant dans le fond, j'ai l'impression qu'on ne devrait pas évoquer les noms de certains individus, dont le ministre et autres. Le problème est camerounais, dans l'organisation structurelle du Cameroun. Non, je pense que nous moussons trop sur les détails. Je pense que je reste sur les principes. Le principe veut dire quoi? Veut dire que le ministre de l'Enseignement supérieur est chancelier des ordres académiques. Il doit co-signer le communiqué, notamment pour le cas de l'IRC, avec le ministre des Relations extérieures. Absolument. Les jurys à l'université sont souverains. Et les jurys, quand ils transmettent les résultats au ministre pour publication, il doit veiller à faire respecter ces textes qui existent, qu'il n'a pas inventés. Les textes existent. C'est-à-dire que le débat veut amener la rue à se substituer au ministre et à piloter le déroulement du concours. C'est le ministre qui a C'est signé la première exactement liste. ce qui se passe. C'est-à-dire que C'est le ministre qui a signé la première liste. on reproche mais au non. ministre d'avoir exercé ses prérogatives. On reproche au ministre d'avoir mobilisé une seconde lecture des résultats pour que ceci soit conforme aux lois de la République. Et je veux qu'on en arrive à la perspective qu'évoque Simon Tedka. Mais il faut donc que les lois soient abrogées. Mais dans un pays, il y a quoi? Il y a les lois et les procédures. On ne peut pas empêcher à un commis de l'État de respecter les lois et la procédure. Que les lois soient mauvaises, que les procédures soient mauvaises, tant qu'elles ne sont pas abrogées, je ne pense pas qu'on puisse faire un procès d'un ministre qui agit conformément à la loi et conformément au règlement. Mais maintenant, les détails, les états d'âme, je sais que la presse a... Justement, est-ce qu'il n'y a pas une grosse domination d'état d'âme dans cette affaire? Est-ce qu'on ne sait pas le cerner? Il y a un sentiment d'injustice, simplement que la presse relaie. Qui publie les premiers résultats de l'IRIC à Boya Manassé? Qui les publie? Les résultats qui sont affichés sont signés du ministre. J'ai dit les premiers résultats du 27. Il me semble qu'il y a un seul intervieweur sur ce plateau, Rodrigue. Les résultats affichés Jacques sont du Famnongo ministre. qui Allons-y, publie les résultats les qui premiers se reprend. résultats. Et qui se reprend en Et disant qui se reprend. conformément au texte. Il a le droit. Il a le Il a droit le ou pas droit de le faire. il a le droit de faire la veille sans se conformer au texte. Mais Est-ce qu'il a le droit de prendre un nouveau texte qui ne rapporte pas l'ancien On a texte? la droit au Non, mais parlons, vous voulez qu'on parle de droit. Vous voulez qu'on parle de droit. Pourquoi il publie un deuxième résultat sans rapporter le premier? Parlons de droit. Comment ça? Puisqu'il y a une liste qui est maintenant. Celle qui a- Il a signé la première, il a signé la Il deuxième. a demandé qu'on retire la première. Par quel acte? Par quel acte? La question est comprise. Quel est l'acte qui retire la première? Pour retirer, est-ce qu'il faut un acte? Il faut un acte. Il faut une mention. On dit cet acte-ci abroge l'acte précédent. Mais il n'y a rien eu. Il faut que j'explique à Rodrigue donc comment cela se passe. Oui, expliquez. En matière d'examen, il n'y a pas de droit acquis. C'est-à-dire que si un jury considère qu'il y a quelqu'un qui n'avait pas droit d'avoir un examen, il retire parce qu'on ne peut pas assumer un résultat qui est empreint d'erreur. Donc le jury est souverain, le jury a le droit. Quel est donc le jury qui a publié la Le deuxième ministre liste? peut demander au directeur de l'IRIC de retirer la liste qui a été affichée. C'est le directeur de l'IRIC qui n'a jamais eu la première liste. Il dit ça, il a dit ça où? Dans les médias, il s'est répandu dans les médias. Moi j'ai un communiqué devant moi. Il s'est répandu dans les médias. Mais ce communiqué arrive une semaine après. Vous avez quel support? Moi j'ai un communiqué devant moi. Ce communiqué arrive une semaine après les résultats controversés. Une semaine. Je ne fais pas la discussion fiction, Rodrigue. J'ai un document devant moi on poursuit avec Maximilien. qui décrit le Merci, processus. professeur. Vous avez quel document? Merci, professeur. Je dis... S'il n'y a pas, Rodrigue, s'il n'y a pas de première liste, c'est qu'il n'y a pas de débat quand même. Oui, S'il y a débat, c'est parce qu'il y a une première liste qui a été querellée. Très bien, on se comprend. Maximilien, qui voulait ajouter un aspect sur les principes. Hein? Oui, c'est sur les principes qui semblent abrigader le système. Oui, c'est sur les principes. D'abord, l'équilibre régional, on le pose sur la table quand ça nous arrange. OK? Ça, c'est ça qui... Ça ne nous arrange pas. Ça ne nous arrange pas. On dit tout le monde a le droit. Moi, c'est un constat que j'ai fait. L'équilibre régional est toujours posé, comme quelqu'un a dit, un cache-sexe. Donc, quand ça nous arrange, on l'utilise. Ça, c'est la première chose sur les principes. La deuxième chose, je voudrais quand même, déjà sur les principes, même pas seulement les principes universitaires, mais les principes d'éthique. Un ministre de l'enseignement supérieur signe la première liste
que le jury lui a porté, le bon sens aurait voulu que le prochain jury ne soit pas le premier jury. Je parle là de l'éthique. S'il y a eu jury, s'il y a eu un nouveau jury. Ça, je ne veux pas rentrer dans est-ce qu'il y a eu, est-ce qu'il n'y a pas eu. Je me contente même de son communiqué. Donc, à partir du moment où le premier président et le rapporteur, c'est le même qui devient le premier et le deuxième, je pense que là, il y a un problème de l'éthique, hein, de notre premier responsable de l'enseignement supérieur. Je finis en disant, nous avons entendu aussi le gouvernement ici au Cameroun et peut-être en Afrique centrale n'arrive pas à communiquer de manière claire quand il y a un problème clair. Si le ministre pouvait dire clairement, parce que moi j'ai entendu aussi dans les journaux, le premier nom était le fils de tel, le deuxième le fils de ceci. Je n'ai rien contre. Est-ce que ce n'est pas le détail qui dénature? Je n'ai rien contre les fils de tel qui deviennent des grands parce que je pense que c'est normal s'ils le méritent. Voilà, s'ils le méritent. Et Dieu seul sait combien je me bats pour tous ceux qui ont les droits et je m'en fous de quel bord tu es. Mais il devrait, n'est-ce pas, parler au peuple camerounais pour leur dire il ne s'agit pas de ça. Voilà, pas. C'est ce qu'affirme le communiqué, peut-être qu'il n'a pas encore été suffisamment publié ou diffusé. Le communiqué là ne dit pas au peuple camerounais que vous avez entendu si. Il n'en est rien. Là, le monsieur a eu 20 sur 20 ou 10 sur. C'est comme ça qu'on parle à un peuple qui est dans le désespoir, monsieur Jean-Janzé. À ce moment-ci, les jeunes ont besoin qu'on leur parle, qu'on leur explique. Et pas de faire des communiqués intellectuels où il faudra maintenant commencer. Non mais attendez. C'est un niveau de langue qui va avec l'enseignement supérieur quand même. Dans tous les cas, le professeur Jacques Famdou qui ne refuse pas nos invitations, peut-être qu'il se fera. Non, je suis d'accord, on est dans l'enseignement supérieur, mais croyez-moi, la maman qui a envoyé son fils à l'enseignement supérieur n'est pas l'enseignement supérieur. Alors, Denis, est-ce qu'on aurait pu faire l'économie de cet autre débat? Lyrique, l'année dernière, c'était déjà ça. Ben oui. Non, à problème, c'est récurrent dans les grandes faire écoles. l'économie de Au moins, ce cette fois-là, débat. le ministre avait rapporté. Vous savez, quand je viens sur un plateau, j'ai un contrat à remplir vis-à-vis des citoyens camerounais qui me regardent ici à l'étranger. Je voudrais dire à ceux qui me regardent qu'il n'y a aucun débat sur les listes. Je voudrais que ceux qui me regardent et qui me protègent pour ce qui va arriver sachent de quoi il s'agit. Il ne va rien arriver. Il s'agit d'un tripatouillage des résultats pour mettre les enfants, des gens qui travaillent au cabinet civil de la présidence, les enfants protégés par M. Famendongo et les autres. Il s'agit essentiellement de cela. Il n'y a aucune affaire d'équilibre régional. Mais on aurait pu le faire avant de publier. J'ai dit qu'il n'y a aucune... On aurait pu le faire dans le non. Si vous parlez... On aurait pu le faire avant. C'est dans des conditions c'est dans des conditions entièrement mystérieuses que les deux listes sont sorties. Conditions mystérieuses. Parce que vous le savez, on sait, moi je ne veux pas dire ça ici, on sait comment cette affaire s'est jouée sur Internet. C'est qu'il y a un camp, un clan, une recette qui n'a pas eu tous ses intérêts protégés dans la liste finale que l'affaire est portée en public. Nous sommes les citoyens camerounais, nous saisissons de l'affaire. Pour dire que M. Famendongo parle de méritocratie, il parle d'équilibre régional. Parlons-en un peu, en une minute. Lorsque les gens qui sont dans le régime, estimant que la fin, ce serait peut-être pour bientôt, il faut mettre ses œufs quelque part à l'abri. Chacun met son enfant à l'EMIA, l'autre met son enfant à l'ENAM, met son enfant à l'IRIC. Je vous ai dit qu'il y a un enfant, un des amis, qui dirigeait une entreprise en France, qui est revenu être admis au concours. Mais il s'appelle Mbongo. Parce qu'il va rentrer. Je viens, parce qu'il va rentrer faire la diplomatie immobilière en France. Mais je vous pose quelques questions pour sortir. Pendant que les gens qui ont été nommés par Paul Biya mettent tous leurs enfants, tous leurs gendres dans les grandes écoles à l'abri, eux, ils mettent les enfants de Paul Biya où? Pendant qu'eux, ils se protègent, eux, ils protègent leur chef comment? La dernière chose qu'il faut dire aujourd'hui, c'est qu'il y a des Camerounais qui sont engagés dans un vaste front contre Boko Haram. Pourquoi est-ce que ces gens ne s'arrangent pas pour prendre leur fils aussi et faire un équilibre régional dans l'effort pour combattre l'ennemi, dans l'effort pour mourir? C'est bon pour les... Ouais, votre minute. Donc, votre minute il faut faire très attention. Merci Denis, la minute est épuisée. Si le Cameroun, la dernière seconde de mon propos, c'est qu'il faut que ceux qui sont là-bas
sache que nous sommes fils et filles d'un seul pays. Très bien. Si ce pays doit tomber, c'est ça, avec eux et nous. Qui ne pensent pas qu'ils vont mettre leurs enfants là à l'abri. Nous sommes tous ici. Si vous voulez faire Rodrigue et ça, Poussa avec nous Boya, tous. est-ce que ces propos, justement, est-ce qu'il y a un délit finalement de nom ou d'appartenance familiale? Est-ce qu'on n'est pas en train de vouloir créer? On ne peut pas se retrouver. C'est un délit criminel. Un délit criminel. Un délit d'appartenance familiale. C'est un crime. On peut être fils de tel et être brillant et être admis. Et Paul Biya est fils de qui? Pourquoi est-ce que Paul Biya est le frère brillant? Paul Biya ne se plaint pas. Non, pourquoi on ne fait pas l'équilibre? Il ne se plaint pas pour Pourquoi ses enfants. Pourquoi Fameux Ndogo n'enlève pas Paul Biya ne se plaint pas pour ses enfants. Est-ce qu'il n'y a pas un délit de nom, délit de région, d'appartenance? Il enlève bien un gars du centre. Oui, mais un gars du centre. Il veut se mettre lui-même. Il veut se mettre lui-même. Je pense que j'étais à l'aise dans les principes. Je ne veux pas particulariser le débat. Moi, je n'ai rien contre l'admission du fils de Mbengo à l'IRIC. Je crois que c'est un Camerounais. C'est un Camerounais à part entière qui ne peut pas payer le prix de l'amour, du désamour de son père vis-à-vis de qui que ce soit. Moi, je pense qu'il a le droit de faire une trajectoire si jamais son mérite l'y conduit. Mais par contre, je pense que nous ne devons pas faire le procès de l'élite dirigeante à partir d'un incident qui pouvait être considéré comme un incident banal, parce que 1000 incidents de ce genre se produisent. Oui. Il y a des résultats du BTS qui ont souvent été rapportés sur une centaine de noms. Ça ne crée aucun buzz. Est-ce que l'IRIC ne montre pas une mauvaise image quand même? Je pense davantage que la manière avec laquelle il y a la surenchère dans la communication frise l'acharnement. Et c'est pour cela que nous devons savoir raison garder, être froid, analyser une procédure qui a eu quelques pincements, comme une procédure qui a été réactivée, réorientée pour que les lois de la République soient préservées. Mais pour le reste, le procès contre les fils du régime, je pense que ce n'est pas le moment, c'est très maladroit. Les enfants peuvent se sentir frustrés, ils peuvent même fuir, aller en exil. Ils ont des droits. Eux aussi, ils ont des droits. Ils ont des droits. Non, on ne peut pas laisser le professeur sous comme ça. C'est la journée internationale de la femme. S'il termine comme ça, c'est comme si il y a effectivement le procès des enfants de Dieu. Non, personne ne fait le procès des enfants de gens ici. J'étais la première à dire que s'ils méritent, ils ont le droit d'être premiers, même avec tous les applaudissements du jury, je ne sais pas quoi. C'est quand même la moindre des choses, parce que nous sommes tous Camerounais. Donc il ne faut pas que les spectateurs qui nous regardent là, aient l'impression qu'il y a des personnes ici qui se cristallisent. C'est de ça qu'il s'agit. Non, il ne s'agit pas de ça. C'est qu'il faut éviter, en fait. C'est pas ce qu'on a dit. C'est pas ce qu'on a dit, professeur. Si ce qu'on a dit était rentré dans votre oreille parce que vous êtes professeur, vous pourriez aller faire des suggestions. C'est que dans l'éthique, c'est l'éthique même. Rodrigue l'a dit, Maximilien. Non, je l'ai dit. Dans l'éthique, oui. L'éthique, et puis brandir. L'éthique voudrait que, je ne coupe pas Maximilien, l'éthique voudrait qu'on n'ait pas seulement les fils des gens de Paul Biya qui réussissent au concours. L'éthique voudrait que tout le monde puisse réussir. Et brandir tout le temps l'équilibre régional, c'est maladroit dans ce cadre-là. Et quand vous partez là, professeur, allez dire de communiquer davantage, parce que la maman qui est au village et qui a payé pour que son enfant ait le concours de l'IRIC ne comprend pas. Rodrigue, on va sortir de ce sujet. Vous avez suivi participer au concours, je ne comprends pas très bien. Vous avez suivi en tout cas. Vous avez suivi l'affaire IRIC depuis l'année dernière. Même pour la deuxième année consécutive, l'IRIC connaît quand même des problèmes. L'année dernière, vous avez travaillé sur le sujet. Il y a 25 personnes qui étaient admises. Et pendant que ces jeunes gens suivaient tranquillement les cours du côté d'Obili, pratiquement au mois de mai, on a vu il y a un communiqué du ministre Femme Ndongo qui annonçait une fois de plus que une dizaine de personnes parmi les 25 n'étaient plus admises au concours de l'IRIC et donc ont cessé d'aller prendre des cours à Obili. L'IRIC, l'année passée, en 2006, on va vous dire qu'il y avait les NAM, et avant on vous dit... Mais c'est comme on dit chez nous, Bia Carbonala, Jom Terebo. On fait souvent comme ça, rien ne fait. Je crois que même cette année, ils ont dit qu'on va faire comme ça, rien ne va faire. Puisque quand vous voyez la une du jour mercredi, Jacques Femme Ndongo dit, j'ai signé, j'assume.
on pourrait reprendre la Si chanson c'est nous, populaire. parce que c'est nous, On c'est pourrait autre reprendre la chose. chanson populaire que les jeunes affectionnent en ce moment. C'est que j'ai signé. Si vous ne voulez pas sauter, et vous calez calez en en l'air. Mais pour rentrer dans le détail, parce que c'est là où, c'est dans le Rapidement, diable, Rodrigue. c'est dans le Rodrigue. détail que le diable se trouve. Le fils de Mbongo, puisqu'on a parlé de lui, il était premier Il n'a sur pas la une mauvaise première liste. performance. Il Oui, n'a pas une mauvaise il était performance, en premier tout cas. sur la première liste. Il était premier sur la deuxième liste. Et nous sommes, la communauté des journalistes aujourd'hui veut croire que la première liste était la liste de ceux qui méritaient, ceux les plus méritants. Donc, le fils de Mbongo n'aurait aucun problème. Mais je vous disais tout à l'heure, la deuxième personne s'appelait Tiestel, mais après, il y avait d'autres personnes, pour le centre tout simplement. Mais maintenant, Tiestel n'est plus là, mais vous retrouvez le nom Briti Assomo, vous retrouvez le nom Nomo Zanga. Briti Assomo, c'est le gouverneur du centre. Nomo Zanga, c'est un juge Du littoral. qui est Le gouverneur du un littoral, juge, Est-ce qu'il c'est est- qui a jugé- est-ce qu'il est du c'est un juge littoral? au tribunal de grande instance du Fundi qui a jugé notamment Titus Ezoa et les autres. Peut-être que c'est le bon côté de l'équilibre Non, régional mais- qui a peut-être joué pour eux. Mais, Pas contrôler cette on a fois-là. donc enlevé le méritant dans la même région pour mettre quelqu'un qui était moins méritant dans la même région. En ce moment, Ce n'est pas l'équilibre régional. Ce n'est plus l'équilibre régional. Très bien, on va sortir de ce sujet, si vous permettez. Tu vas déranger le Peut-être professeur que parce que le- le professeur est non, dans le un communiqué. exercice. Il n'aurait jamais signé n'est pas des dans choses un comme ça, là. exercice. Oui, c'est difficile Bah de oui. dire. Non, C'est difficile. c'est pas que Denis Kwebo, c'est pas que Jean-Jacques me dérange. Vous savez que Rodrigue Tong a la culture de la diabolisation et de l'exagération. Parce qu'il Oui, il se connaît très bien, en tout cas. il met le piment pour rendre l'affaire trop compliquée, alors que c'est un problème de procédure. Mais je vous ai dit, vous faites souvent Rodrigue- comme ça, mais rien ne fait. Rodrigue- C'est pour ça que vous avez Rodrigue banalisé ça, c'est Procédure. suffisant. Mais Rodrigue- il ne faut pas banaliser Est-ce qu'on ça, peut c'est ce prendre, qui est est-ce qu'on peut grave. prendre pour sortir Faut la banaliser, question mais c'est grave. Pour Et c'est ce ajouter que la j'ai réponse, dit. pour ajouter la On fait réponse souvent que comme vous ça, êtes en train rien de ne donner, fait. le secrétaire général du ministère de l'Enseignement supérieur dit que la réponse à cette question pourra être soit politique, soit administrative. On est loin de l'académique, là. Oui, parce que quand il y a une divergence de vue, il faut une conciliation. Il faut tout au moins trouver une position transitoire qui puisse satisfaire les deux parties. Et c'est pour cela que, si j'ai bien pu comprendre l'esprit du communiqué du ministre de l'Enseignement supérieur, je crois que la hiérarchie donnera les instructions C'est ça. pour essayer d'aborder les positions transitoires pour que les uns et les autres ne se sentent pas frustrés. Parce que nous sommes tous les fils de la République. Ben, Et on va tous se Qu'on libérer. soit Merci pour ça. qu'on soit On Nomo va prendre Zanga, tout qu'on à soit l'heure. Betty On va Assomo, prendre tout à Admettez les l'heure. gens dans les enfants de la admettez les On gens dans va les prendre grandes tout à écoles l'heure, pas on va prendre tout à l'heure simplement, une et on ne pense respiration, pas une beaucoup rapide respiration avec la réalisation. Le 10e point du communiqué de Jacques Famdongo, sans préjudice de toute haute instruction qu'il pourrait éventuellement recevoir de la hiérarchie, le chancelier des ordres académiques reste ouvert à toute suggestion relative à ce dossier. C'est le dernier point. Donc, de ce, les communiqué. résultats ne sont pas On prend définitifs, une alors. respiration. C'est ce que je vous disais. On prend une respiration. Rodrigue et ses talents de chanteur. Bon, on l'a remarqué en tout cas. On prend la deuxième thématique rapidement qui nous parle de ces conflits en Afrique, Boko Haram et autres. La source du mal, où peut-elle se cacher cette source du mal? Le 5e point des éléments cités par Justin Pierre-Essonneau tout à l'heure parlait des questions d'armement. Cette question qui peut se présenter sous l'angle de la circulation massive des armes sur le continent africain. Monsieur Tetka, c'est un phénomène qui retient quand même l'attention. Pourquoi tant d'armes? Pourquoi tant d'armes? Je pense qu'il faut remonter à la guerre déclenchée par les Américains après le 11 septembre. Je pense que tout part de là. Je pense que la destruction de l'Irak dans une guerre qui était totalement injustifiée, qui était rejetée quasiment par la communauté internationale, la vraie, et qui malgré tout, cette guerre a eu lieu, a complètement changé le monde. Moi, je pense que vraiment ça part de là. Ça fait partie des analyses que je partage. C'est que une fois l'Irak démoli, une fois que voilà, le désespoir, c'est-à-dire que la cohésion du Moyen-Orient est totalement disloquée, qu'est-ce qui va se passer? Il va donc se passer à partir de là une montée qui prend plusieurs formes. D'abord, on va constater une montée d'affirmation d'identité sous forme religieuse. C'est comme ça que naissent, par exemple, en Europe,
les ports de chador, des ports d'habits très religieux. Et je pense que on part à ce moment-là vers quelque chose qui n'existait plus avant. Et si on suit la chronologie, on va voir qu'après l'Irak, il y a eu d'autres guerres, mais toujours dans le même sillage, sans oublier le conflit israélo-palestinien qui est un peu le ferment de tout ça. Parce que je pense que c'est à partir de là que vont se disséminer toutes ces armes. Et alors, je ne viens on a juste le cas du continent africain, la guerre contre la Libye. Alors, avec la Libye, avec la destruction de la Libye et l'assassinat de Kadhafi, qui était vraiment un homme tampon entre l'Europe et l'Afrique, on crée véritablement un boulevard pour tout ce qu'on va vivre après. Alors, on se serait quand même attendu à ce que ce soit des armes, professeur Boya, des petits calibres, mais lorsqu'on voit l'armement, par exemple, on reviendra à M. Tedga tout à l'heure, entre les mains de Boko Haram, ce n'est pas des armes du petit calibre. Oui, mais je pense que globalement, au-delà des aspects que M. Tedga a évoqués, nous partons d'abord, par principe, du complexe militaro-industriel que dessine John Kenneth Galbraith. Pour que les industries fonctionnent, il faut qu'il y ait des guerres. Donc, sans ça, automatiquement, les industries vont fermer. C'est pour cela que les rébellions, il faut faire attention. Quand un groupe se fait appeler rébellion, ça veut dire qu'il doit absolument s'approvisionner. Mais dans le contexte sous-régional, je dirais principalement deux choses. Il y a cette insécurité transfrontalière, notamment entre le Nigeria et le Cameroun. Et ensuite, entre le Cameroun, le Tchad et la Centrafrique. Ensuite, entre le Cameroun, le Congo et la Centrafrique, ça crée le triangle de l'insécurité. Nous sommes quadrillés par cette porosité aux frontières qui s'alimente de la proximité traditionnelle aux zones de crise. Il y a une guerre civile quasiment en Centrafrique. Le Congo l'a connu, le Tchad l'a connu il y a quelques années. Au Niger, ce n'est pas stable. Donc, on ne peut pas espérer être stable, ne pas avoir une floraison d'armes dans ce cadre-là. Et vous savez, pour ne prendre que le cas à l'Est, les armes légères et de petit calibre ont fait l'objet de colloques, de rencontres, de symposiums. Maintenant, une zone grise, comme celle qui est au nord, autour du lac Tchad, nous ramène tout ce qui vient de la Libye, nous ramène tout ce que ACMI peut transporter, parce que c'est une zone de non-droit, personne ne contrôle cette zone-là. Et aujourd'hui, on s'étonne que les armes puissent être en afflux au Cameroun, alors que les Camerounais vont acheter une Kalachnikov à RCA à 52 000 francs CFA. Alors qu'il y a des livreurs qui viennent proposer aux gens à Douala de leur offrir des armes automatiques. Et ça, c'est parce qu'il y a un commerce. Vous savez bien que l'affaire de Bakassi a connu un autre... laissé échapper beaucoup d'armes également. Denis Kouébou était plusieurs fois sur le terrain, que ce soit du côté de Bakassi à l'est ou dans le nord. La porosité des frontières, la faiblesse de la surveillance peut avoir favorisé justement la circulation des armes. Bon, je crois que j'ai dit en début de cette émission que de plus en plus, pour empêcher que ce qui doit arriver arrive, parce qu'il y a beaucoup de mauvaises choses qui vont arriver. Il ne faut pas avoir peur. Pas un oiseau de mauvaise augure. Vous n'êtes pas de ceux-là cités. Non. Mais c'est parce que les gens ont refusé depuis 2013. Lorsque nous disions que voilà des choses qui vont arriver, parce qu'ils sont dans des complots terribles, c'est clair, même au niveau du Cameroun, que ces choses arrivent. À l'heure où nous sommes, la situation de notre pays est très critique. Je ne suis pas dirigeant du pays, donc je parle. Moi, en tant que citoyen, je dois alerter sur le fait que la situation est plus que critique. Sinon, on peut vous prendre pour non dénonciation. Encore qu'on peut prendre pour non dénonciation. Donc, la situation du pays est critique. La situation du pays est critique, oui. Elle est plus critique que ce que les gens disent. Je dis que les informations de journalistes que j'ai, et qui sont au moins, c'est vrai, à 99%, disent que les armes dont disposent notamment les insurgés au niveau du Nigeria et de la frontière avec le Cameroun sont des armes qui leur ont été livrées de façon officielle. Au moins à 89%. Ce n'est pas le fait... Les armes, je travaille sur les groupes, sur le crime transfrontalier, et les armes qui circulent de façon transfrontalière sont d'un certain type de calibre. Il y a des armes qui ne circulent pas comme ça
sur les lignes transfrontalières. Un ami m'a dit qu'il y a de cela, je crois, 3 jours, des armes ont été larguées sur Goza au profit de Boko Haram. Il y a de ça, je crois, 3 jours. Nous sommes, oui, je crois que ça fait 3 jours que les armes ont été larguées. Donc, ce ne sont pas des armes qui viennent de n'importe où. Pas achetées au marché noir, pas achetées... Pour ceux qui sont allés sur le terrain et pour ceux qui discutent avec les forces de sécurité qui sont sur le terrain, ils savent que la puissance de feu de cet ennemi-là est au moins supérieure à celle des armées régulières. Parce que nos pays n'ont pas d'importants moyens pour avoir ce type d'armement-là, même s'il y a beaucoup d'efforts qui sont faits ces derniers temps au Cameroun, au Nigeria et au Tchad. Donc, si on veut réussir dans cette bataille-là, il faut qu'on considère que l'ennemi qui est aux frontières a au moins peut-être les mêmes amis que nous. Ça, c'est sur ce point que je vais m'arrêter. Donc, les ennemis qui attaquent nos pays ont à peu près les mêmes amis que nous. Peut-être que ces amis ont plus intérêt à armer l'ennemi pour faire un chantage systématique sur nos régimes. Sur cette base-là, on peut aller. Et la solution se trouve dans ce que je dis. La seule chose qui puisse permettre que on ne soit plus véritablement en conflit comme on l'a en ce moment-ci, c'est que les dirigeants, au lieu de faire des trucs patriotiques et autres, dénoncent les marches patriotiques, dénoncent ceux qui sont en train d'armer l'ennemi, parce que si l'ennemi n'a pas d'armes, il n'y aura pas de guerre. Anéanti. Il faut dénoncer cela. Justement, dans ce développement, il apparaît l'idée de complicité ou des marchés qui sont ouverts à tout le monde, pratiquement à pied égal, que vous soyez un État ou n'importe quelle force obscure. Est-ce que ce n'est pas là le danger? Les complicités. Le danger, ce n'est pas les complicités. L'industrie de l'armement se développe s'il y a aussi s'il y a plus de zones conflictogènes dans le monde. J'imagine que s'il n'y avait pas beaucoup de conflits, l'industrie de l'armement ne se développerait pas. C'est-à-dire que si on n'a pas de goût pour les produits de luxe, les médicaments, le parfum... Mais c'est quoi justement l'origine de tous ces conflits? Mais l'origine des conflits... C'est l'échec des régimes, de la démocratie? C'est l'échec des régimes. C'est l'insuffisance, la faiblesse des politiques publiques. C'est la pauvreté, c'est la violence qu'on peut remarquer dans la redistribution des fruits de la croissance, dont une des le dernier concours de l'Éric. Moi, je ne crois pas. Non, c'est mon opinion. C'est mon opinion. C'est mon opinion parce que je peux illustrer ça comme ça. Non, je peux illustrer ça. Il y a de nombreuses violences. Aux États-Unis, vous allez me dire que ce ne sont pas des armes lourdes, mais j'imagine qu'aux États-Unis, il y a beaucoup de foyers qui ont des armes. Mais on n'entend pas tous les jours que les gens ont utilisé leurs armes. On n'entend pas tous les jours. Pas autant qu'ici. C'est à chaque instant que ces armes sont utilisées. À chaque instant, ces armes sont utilisées. Non, aux États-Unis, les gens ne sont pas en conflit entre eux. Non. Entre eux, tu continues à retenir les informations sensibles. Très bien. Sur les origines, justement. Non, il ne retient aucune. Il ne retient pas l'information. Très bien. Ça, c'est connu aux États-unis. M. Tenka voulait faire juste une parenthèse là-dessus. Sur l'utilisation des armes. C'est l'utilisation des armes aux États-Unis. C'est la plus grande. C'est le plus grand marché. Sauf que les mobiles ne sont pas les mêmes. Oui. Mais les gens ne sont pas en conflit aux États-Unis pour les mêmes raisons. Maximilien, ici, c'est la pauvreté. Sur les foyers, les origines de toutes ces tensions. Quand vous partez du Tchad pour le Cameroun, moi je l'ai fait, et j'étais sur une moto, vous traversez le pont, vous êtes au Cameroun. Tranquillement. Si j'avais les explosifs, par exemple, je veux dire que de milliers, quand vous partez du Cameroun pour le Nigeria, quand vous êtes dans le Grand Nord, pour ceux qui ont fait le tour, les gendarmeries ressemblent à quoi? Ils ont même déserté. Aujourd'hui, elles sont là parce qu'il y a les problèmes. Avant, c'était fermé. Tout le monde dans la rue, tout le monde en rue. Le commandant était un peu plus loin, il venait de temps en temps. Faiblesse institutionnelle. Donc, il faut faire vite pour que au moins les États de la CEEAC, comme ils ont commencé, qu'ils ne réussissent pas à se rassembler. Voilà. Qu'ils sécurisent, n'est-ce pas, les frontières. Ça, c'est la première chose qu'il faut faire rapidement. Parce que si quelqu'un a fait ce tour... Sécuriser la frontière ne veut pas dire lutter contre la libre circulation. Non, ça n'a rien à voir. Sécuriser les frontières, c'est... n'est-ce pas, limiter justement... Il y a des questions d'approche qui Non, ça c'est une autre chose, mais ce n'est pas le débat là tout de suite, parce qu'on aura l'occasion de débattre comment sécuriser les frontières, parce que on est là sur un cas bien précis
n'est-ce pas, sur les origines des conflits. Alors, on parlait Donc, de l'ouverture, oui. de l'ouverture à maintenant- tous du marché. Maintenant, Oui, rapidement, Sylvia. je voulais terminer en disant, le radicalisme religieux, je suis d'accord, il est né du fait que, il faut qu'on en parle, il est né du fait du 11 septembre. Voilà, du 11 septembre. Et il faut en tenir compte. Oui. Il est ancré. Et Il est lié. moi, je vais vous dire quelque chose. J'étais avant-hier avec quelqu'un qui pense que un ministre aurait dit qu'il faut aller combattre les gens du Nord. Parce que maintenant, vous pouvez même dire seulement il faut aller combattre au Nord. Quelqu'un pense que vous avez dit il faut aller combattre les gens du Nord. Donc, l'intégralisme religieux, voilà, l'intégrisme religieux est très ancré dans, n'est-ce pas, surtout de l'islam, parce qu'il faut le dire, sur sans les... stigmatiser. Voilà. Sans stigmatiser, non, justement. je stigmatise pas On parce était en que- train de parler justement de la trop grande ouverture du marché de l'armement. Est-ce que c'est un secteur qui ne pourrait pas être régulé pour éviter justement ce qu'on observe aujourd'hui, l'armement lourd des intégristes, des insurgés? Est-ce qu'on ne pourrait pas mieux réguler le marché de l'armement? Moi, je soutiens la thèse suivante. Je crois que les grandes firmes internationales ont toujours vendu les armes. Ils ont besoin des conflits, ça vous l'avez dit. Mais je crois qu'en ce moment, nous vivons un problème qui a quelque chose à voir avec une certaine façon de croire en Dieu, une certaine façon de, enfin, sans parler vraiment, mais parler de la déviance de l'islam. Il y a une certaine façon de voir le monde à travers la religion musulmane qui est pour beaucoup dans les guerres que nous connaissons maintenant. Je crois que vraiment, il faut dire les choses, ça peut gêner, mais moi, c'est l'analyse que Non, je vos fais. mots sont bien choisis. Vous parlez d'une certaine façon. Voilà. Alors, on parle de fondamentaliste. Je pense que c'est un vrai problème. Alors, il faut comprendre, mais je pense que tout le monde a vu les images. On a affaire à des gens qui sont prêts à mourir. Oui. Généralement, un soldat essaye de se défendre pour tuer l'autre. Mais là, vous avez affaire à des combattants qui viennent mourir avec vous. Voilà donc la vraie guerre. C'est une nouvelle guerre. C'est la guerre des mortels, en fait. C'est la guerre qui, ces gens sont morts et ils viennent se jeter sur vous. C'est un peu le... Qui Alors, trouve victoire dans la mort. ça c'est fondé, difficile. c'est par rapport à une façon de penser qui est liée à une certaine façon de voir une religion qui n'est pas là. À mon avis, qui n'est pas tout à fait cette religion. Là, c'est une religion de paix, hein, l'islam, etc. Oui, bien sûr. Mais je pense que ça a quelque chose à voir. Alors, maintenant, quand on parle des armes, bon, on vend les armes, ça c'est vrai. Mais on sait également que quand Kadhafi est parti, on a ouvert toutes les casernes, les armes sont devenues libres d'accès. Et il y a combien de factions en Libye aujourd'hui qui se combattent? Mais énormément de factions. La Libye est devenue un non-État quasiment. Ils sont dans une phase de somalisation avancée. Alors, donc, nous avons donc affaire vraiment à quelque chose de très très nouveau qui s'approche de notre pays. Et c'est pour ça que j'ai vu une certaine presse optimiste. Moi, je ne le suis pas. Je crois que la guerre est à nos portes. Elle fait que commencer. Hein. Et je crois qu'il faut vraiment faire des efforts dès maintenant pour que tout le monde soit armé contre cette guerre-là. Armé psychologiquement et puis matériellement. On va sortir, professeur, on parlait toujours du marché ouvert, de la vente des armes et les dispositifs sécuritaires qui semblent être défaillants au niveau des frontières. Oui, mais je veux corriger quelque chose que Simon a dit tout à l'heure. Aujourd'hui, on ne parle plus de groupes fondamentalistes. On parle de groupes radicaux, pour ne même pas mettre le nom d'islam dedans. C'est des groupes radicaux. Un groupe radical prend le prétexte de l'islam pour justifier ses actions. Et aujourd'hui, pour répondre à ta question, Boko Haram a fait allégeance à l'État islamique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si Boko Haram contrôle des États au Nigeria, ça veut dire que les aéroports sont sécurisés. Ça veut dire que les armes peuvent même venir par avion et atterrir dans les États les aéroports qui sont sous contrôle. Je pense que il s'agit simplement de faire attention à la menace, qui n'est plus une menace nationale, c'est-à-dire localisée au Nigeria, qui est devenue une menace transnationale, qui a pour vocation à devenir une menace globale. C'est-à-dire que les deux visions de califat, celui de l'État islamique, celle de l'État islamique et celle de Boko Haram, ont maintenant une projection d'unification. Ça veut dire que l'État islamique
à 2 groupes au moins qui ont fait allégeance en Libye, qui sont là, qui doivent absolument penser à faire l'échange des combattants, l'échange d'armement, l'échange de bonnes pratiques pour davantage terroriser le continent africain. Et pour terminer, on a parlé des combattants qui n'ont pas peur de mourir. Je ne pense pas. Ben Mokhtar, qui a revendiqué l'attentat du Mali, parlait de vengeance. On ne venge pas quelqu'un qui est déjà chez Allah. Parce que si le gars est mort pour aller chez Allah, alors on ne le venge plus puisqu'il a déjà son sort sécurisé auprès d'Allah. On venge parce qu'on est conscient de ce qu'on a été victime de la frappe du camp ennemi. Donc il faut faire très attention, n'embrassons pas ces aspects avec beaucoup d'angélisme. Simon indique justement que la menace est plus sérieuse. La menace est sérieuse, effectivement. Qu'elle est plus sérieuse, cette menace, elle est même à nos portes. Je crois qu'on est, je veux dire, en off qu'on était en phase, sans être physiquement en contact tous les jours, parce que j'ai accepté de venir sur ce plateau parce qu'il y a beaucoup de fanfaronnades, c'est le mot que j'utilise au Cameroun. Beaucoup de fanfaronnades. Je suis allé dans des endroits où des gens qui sont en charge des questions stratégiques ont projeté des vidéos sur ce que c'est que Boko Haram. Et je me suis rendu compte qu'ils avaient copié ça sur Internet. Et je suis contre ça. Je suis pour ceux qui font la collecte et le traitement de l'information stratégique. Et en matière d'information stratégique, c'est ce qui manque le plus à la lutte qui est actuellement menée. Parce que tout le monde dit non, Boko Haram. Quand vous regardez, je reviens sur la puissance de feu de Boko Haram. Ils n'ont pas la puissance de feu d'un groupe qui a été ravitaillé jusqu'à un moment X et qui essaye d'utiliser ce stock. Boko Haram a la puissance de feu d'un groupe qui est en permanence ravitaillé. Je travaille. Oui, ravitaillé. On a travaillé sur ces questions-là. Moi, j'ai des amis qui sont au Nigeria avec qui, heureusement, on a la même formation, on est dans le même groupe de journalistes d'investigation, avec 2 personnes qui travaillent sur les FARC et une autre qui travaille sur les groupes rebelles du côté du Cachemire. Non, il parle souvent sur l'Irak et sur la Palestine aussi. Mais c'est quand on fait un échange d'expérience avec ce genre de personnes-là, on constate que chez nous, je dis chez nous, peut-être nous sommes un peu aussi, nous contribuons un peu aussi à affaiblir les positions de notre gouvernement et de nos forces de défense et de sécurité. Il faut que la presse, que les journalistes qui aiment ce pays, parce que s'ils tombent, ils tombent avec eux, que ces journalistes-là aillent de plus en plus sur le terrain, qu'ils collectent l'information et qu'ils la mettent à la disposition du public. Parce que vous n'êtes pas... On a dit qu'il y a des gens qui ont retenu l'information, qui n'ont pas informé. Mais tous les jours, nous informons tout le monde, puisque les articles sont faits, ne sont pas faits... Non, les articles sont faits, ne sont pas faits pour... C'est pas fait pour une personne seulement, c'est fait pour l'ensemble. Si nous voulons aider... Allez, on va sortir de l'émission. Il faut que les gens sachent que ce n'est pas une affaire qu'on va lire sur Internet pour relayer. C'est une affaire où il faut effectivement collecter les données sur le terrain. Et les données là existent en ce moment sur le terrain. On a dit dans le quotidien Le Jour, il y a de cela 2 ans à peu près, lorsque un des religieux avait été enlevé, on avait signalé le fait que les douilles qui avaient été retrouvées sur le terrain appartenaient à telle unité, par exemple, de force de défense et de sécurité. Cette information, rapidement, on l'emballe. Pourquoi? Parce qu'on a affaire aux gens qui ont la formation d'outre-mer et qui ont pour seule compétence de ne pas vouloir accepter la réalité telle qu'elle vient. Donc, leur boulot, c'est de dire que non, ce n'est pas ça. Merci, Denis, c'est clair. Il faut communiquer. Denis, donnons la parole à Maximilien. La tâche est difficile, alors que la menace est à nos portes. Voilà, quelques minutes à ma... Même chez nous. Elle est chez nous, la menace. Voilà. C'est plus précis comme ça. En réalité, je n'aurais plus rien dit, mais Denis a tout dit. Mais je vais terminer pour dire que pour que, n'est-ce pas, on prenne à bras le corps cette menace, il faut que nos forces de l'ordre soient lourdement armées. C'est ce que nous disons depuis. S'ils n'ont pas de moyens, suffisamment de moyens pour lutter contre ces fous qui sont là, parce qu'ils sont lourdement armés, je vous assure, ce qui va être, c'est qu'ils vont être eux-mêmes frustrés, et ça va peut-être être sur la population. Il va falloir qu'après ça, qu'on pense les plaies, et on ne sait jamais. Donc, il faut les armer pour qu'ils ne soient pas frustrés.
Parce que quand vous êtes en face d'un ennemi, alors encore que vous Et dites... des efforts, je crois que Vous les dites, efforts sont- voilà, et Là-dessus, là, on a salué ce que la CAC a commencé Justement, à les faire, mais efforts il sont faut que massifs ça soit fait. Le là-dessus. Cameroun fait Voilà. plus d'efforts que tous Toute les la membres de la CAC. CAC réunis. De toutes les en façons, ce- ils en ont ce dit moment. qu'il nous faut 5 Là, il faut le milliards. reconnaître. Oui, tout à fait. Non, tout à fait. Oui. Non, ça c'est Globalement, clair. au niveau Ça, c'est clair. de l'Afrique noire et même de l'Afrique francophone, où il y a des De toute façon, potentats l'Afrique noire, c'est petit. qui ont confisqué part le le pouvoir. Cameroun. Il faut qu'on intègre qu'il faut des armées vraiment nationales et non des gardes prétoriennes simplement. Parce que jusque-là, les dirigeants avaient contre les orienté le matériel militaire Contre les vers leur garde prétorienne, c'est-à-dire la garde qui est chargée de protéger le pouvoir du prince. Maintenant, il faut qu'on comprenne que l'armée doit être au service de la nation pour protéger les frontières et faire face à l'ennemi. C'est très clair et on retient cela. Merci, monsieur, d'être venu. Spécialement, merci, Maximilienne, en cette journée internationale de la femme. Je rappelle, rendez-vous tout à l'heure sur Canal 2 International, après le programme La Reine. S'il est finalement retenu, on retrouvera Nani Rabi Bindi dans le cadre de la tribune de l'histoire qui replongera les téléspectateurs dans le cadre des débats sur le Cameroun aux Nations Unies. C'était les 11 et 13 décembre 1946 à la tribune des Nations Unies, la tribune de l'histoire. Et si la reine est naturellement retenue pour tout à l'heure 20h30, Saint-Pierre Essonneau aura pour invité Marlène Evoutou. Rendez-vous à suivre absolument. Merci d'avoir regardé cette édition de Canal Presse. Bonne fête aux femmes. Merci.